Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis Anne Bourgon, la directrice de l'école d'architecture de Marseille. Vous êtes ici, vous êtes tous ici, j'imagine, de l'école, donc vous connaissez l'IMVT. Je voulais souhaiter la bienvenue aux grands ateliers et à ce festival et vous dire que je suis vraiment très fière que pour la première fois en région, ce festival ait lieu à Marseille. C'est une grande expérience, je pense, pour les étudiants, pour vous, étudiants et enseignants qui travaillaient déjà à cette question de l'emploi de la canne de Provence et de la tuile. Et puis, j'attends beaucoup de ce village éphémère cet été. Je pense que c'est des grandes expériences. Et puis, je crois aussi beaucoup à apprendre en faisant. Et donc, typiquement, ce festival porte cette ambition. Donc, je vous laisse, parce que vous avez sûrement des choses très, très plus intéressantes à nous raconter. Et à très bientôt. Merci Anne. Merci Anne, merci Isabelle et merci à toute l'équipe de l'IMVT de nous accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Maxime Bonnevie, je suis directeur aux grands ateliers. Et du coup, je suis avec... Et donc, Quentin Chansavang, et je travaille au sein de la coopérative Bellastock. Anne a déjà évoqué quelques éléments de cette biennale. On se retrouve ce soir dans le cadre de cette biennale qui s'appelle Beau Détour. C'est une biennale d'expérimentation architecturale et urbaine qu'on organise sur le territoire marseillais cette année. C'est un événement qui s'inscrit dans la continuité du festival Bellastock, pour ceux qui connaissent cet événement annuel qui a fait date dans le paysage des écoles d'architecture avec un festival chaque été depuis 20 ans qui regroupe entre 200 et 500 étudiants qui viennent construire une ville éphémère pendant 4 jours. Cet événement, on le coporte en collaboration, donc les grands ateliers Bellastock. Donc voilà, pour présenter un peu les deux structures. Donc Bellastock, en fait, c'est au départ des étudiantes et des étudiants qui, en 2006, à l'école d'architecture de Paris-Belleville, constatent un manque de pratique au sein des écoles et ont envie d'organiser un festival pour justement avoir la possibilité de manipuler de la matière. Et donc, ils imaginent ce festival qu'on vous présentera un peu plus en détail plus tard, mais voilà, qui donne l'opportunité pendant 4 jours, en fait, de concevoir, construire un habitat, de vivre dedans, de faire la fête dedans, et ensuite de déconstruire cette ville éphémère au bout de 4 jours et de rendre le site tel qu'on l'a trouvé. Donc, en 2006, a lieu le premier festival. Le succès est assez direct, et donc c'est un festival qui a accueilli chaque année depuis jusqu'à 1000 participantes et participants. À un tel point que voilà, en 2010, il y a une association dédiée qui est créée. Au départ, c'était porté plutôt par une sorte de BDE de l'école de Paris-Belleville. Et donc, il y a une association Bellastock qui est créée en 2010. Et à partir de ce moment-là, ça a permis aussi de faire émerger, d'approfondir un peu ce format de festival, de le thématiser. Et du coup, de faire émerger aussi des expertises, et notamment sur l'urbanisme transitoire ou le réemploi. Et de fil en aiguille, en approfondissant cette question, on est devenu aujourd'hui une coopérative avec une 20aine de salariés qui travaillent plus précisément sur la question du réemploi, sous forme de projets, sous forme de projets de recherche, ça prend aussi la forme de formation, de moments de sensibilisation. Et le festival Bellastock est resté au fil des années, par choix, par les adhérents de l'asso, puis les sociétaires de la coopérative, un objet qui devait rester dans la structure et qu'on devait continuer d'organiser, parce qu'en fait, c'est un moment qui permet d'explorer des sujets actuels, de croiser les regards avec d'autres structures, avec d'autres discipline aussi, parce que on sait un peu, quand on vient d'une école d'architecture, c'est difficile des fois de croiser autre chose que des architectes. Alors c'est un peu moins vrai maintenant ici dans ce bâtiment, mais voilà, donc c'est tout l'intérêt de ce festival, qui a cette volonté vraiment de s'ouvrir. Voilà pour la partie présentation de Bellastock. Et donc les grands ateliers, c'est un lieu qui a été imaginé il y a 25 ans par des enseignants pionniers en école d'architecture. C'est un lieu qui est implanté physiquement en région Auvergne-Rhône-Alpes, près de Lyon. C'est un lieu qui a été imaginé par ces enseignants pour leur permettre de mener des pédagogies qu'on dit expérientielles. Donc c'est l'idée de
de venir dans un lieu avec des étudiants pour tester la matière. Et c'est vraiment cette idée d'un enseignement pratique associé à un enseignement théorique qu'on retrouve plus classiquement dans les écoles. Et donc ce lieu, concrètement, c'est des ateliers avec des machines. Et puis c'est des espaces qui permettent d'assembler des matériaux et de construire des prototypes. Et donc c'est assez naturellement que on a les grands ateliers, qui est une initiative d'enseignants accompagnée par le ministère de la Culture, et Bellastock, qui est une initiative qui est arrivée d'enseignants en école d'architecture. Et à travers notre collaboration sur ce nouveau format de biennale, c'est l'idée de partager à la fois nos savoir-faire, notre engagement autour de cette question de l'expérimentation échelle 1, et puis nos différents réseaux. Donc le festival Bellastock, en fait, ça fait 20 ans qu'il existe, qu'il a eu lieu chaque année. Il y a eu même des versions qui se sont exportées à l'étranger. Il y a eu même en fait un travail aussi, un moment d'essaimé, d'aller montrer à d'autres associations dans d'autres pays comment organiser leur propre festival. Ça a été imaginé par des étudiantes et étudiants pour des étudiantes et étudiants. Nous, aujourd'hui, 20 ans après, on n'est plus trop des étudiantes et étudiants. On a un format qui est resté dans sa structure un peu le même, et donc on s'est posé la question 20 ans après, est-ce qu'on est capable de l'organiser encore? Est-ce que ça a du sens de le faire? Donc c'est une question qu'on s'est posée avec les personnes de la coopérative dans un premier temps, avec les gens qui ont participé pendant 20 ans à tout ça. Et en fait, le constat était de dire que la demande était toujours là. On l'a notamment vu pendant les grèves ENSA en lutte, avec une vraie demande de continuer d'expérimenter. Il y a aussi, entre-temps, depuis 20 ans, le ministère de la Culture qui nous incite à porter ces pédagogies-là dans les écoles, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc c'est en partie dû à ce qu'a pu être fait aux grands ateliers, etc., ou avec des enseignants qui sont ici aussi, ou qui viennent de rentrer dans cette pièce, par exemple. Et donc voilà, on s'est dit, il faut continuer d'organiser ce festival, mais il fallait qu'on imagine un nouveau format, justement, pour être en capacité de le pérenniser, mais c'est aussi l'occasion, du coup, de le faire évoluer dans son format. Et donc, en fait, ce festival a toujours eu quasiment lieu en Ile-de-France. Je vous ai parlé un peu des versions internationales qui étaient des moments un peu exceptionnels. Et en fait, une des particularités du nouveau format qu'on a imaginé, c'était de se dire aussi, avec les nouvelles réflexions qu'on peut voir dans le monde de l'architecture, du paysage, du urbanisme, de peut-être justement maintenant essayer d'avoir déjà ce format biennal, comme on vous l'a dit, mais qui viennent explorer les territoires et qui viennent en fait tous les 2 ans changer de territoire. Et du coup avoir un format qui s'intéresse plus particulièrement à la base aux ressources de chaque territoire qu'on explore, avec une attitude très qu'on veut non colonialiste, ou refaire des choses qui existent déjà, mais au contraire faire avec les ressources aussi et les forces vives du territoire. Et donc cette année, ça fait un certain temps qu'on est en contact avec différents acteurs locaux, et la base de la ville éphémère, c'est de trouver des ressources, et de trouver des ressources avec lesquelles qu'on utilisera pour faire travailler les étudiants sur cette question de la ville éphémère. Et pour cette édition, au regard des différents échanges qu'on a eus, des rencontres qu'on a pu faire avec des acteurs locaux, avec des enseignants, on a fait le choix de se concentrer sur 2 matériaux, la canne de Provence et puis la tuile de réemploi. Donc ces 2 matériaux seront les matériaux de base qu'on donnera aux étudiants et aux professionnels qui viendront expérimenter pendant 4 jours au mois de juillet. C'est des matériaux qu'on a déjà pu expérimenté avec des enseignants de l'école de Marseille au début du mois de février. On reviendra un peu sur les différentes étapes, mais c'est ces matériaux qu'on a aussi voulu mettre en avant ce soir, avec un programme de la soirée qui est organisé autour de cette question des fibres végétales. Donc cette soirée, elle se déroule en plusieurs temps. On va commencer avec une conférence à plusieurs voix pour présenter le pavillon à Rondeau. On reviendra sur la Biennale Baudétour un peu plus finement, sur les différentes étapes qui nous amènent jusqu'à cette ville éphémère qui se tiendra au mois de juillet, donc dans quelques mois.
Et puis on continuera avec une table ronde qui s'intitule Construire en fibre végétale, qui est animée par Envirobat BDM, qui est aussi un partenaire de notre biennale. Et puis on finira cette séance avec un moment convivial. On a prévu un peu à boire et à manger pour pouvoir discuter assez librement autour de tout ce qu'on aura évoqué et puis des suites de ce qui se passera d'ici cet été. Donc là, j'invite à nous rejoindre sur scène le collectif Safi, donc Dalila et Stéphane, et l'atelier Marais, Anna et Jérôme, qui vont nous parler d'un pavillon qu'ils ont conçu et réalisé qui s'appelle le pavillon Arundo. Et merci beaucoup du coup de vous mobiliser à nos côtés ce soir pour partager tout ça. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Dalila Ladjal du collectif Safi. Je travaille beaucoup avec Stéphane Brisset qui est ici. Le collectif Safi, on est artistes, marcheurs, cueilleurs. On a la marche comme médium artistique. Et aussi, on est cueilleurs de plantes, mais aussi cueilleurs d'histoire. On s'intéresse beaucoup à la manière dont les plantes peuvent nous raconter la formation des paysages. Et il y a une quinzaine d'années, on a rencontré sur notre chemin la canne de Provence. On était déjà, on avait beaucoup de pratiques de tressage, notamment tressage dans la ville. Et au départ, on tressait avec du saule et on s'est dit qu'il y avait un truc qui allait pas parce qu'on faisait venir notre saule, pas forcément de très loin, mais par exemple des Alpes. En fait, il y avait au moins 100 km à parcourir. On s'est dit, à mon avis, à un moment, ils ont dû avoir un matériau local pour tresser. Et on a cherché, puis on a trouvé cette plante qui ressemblait fort à un bambou. Et on s'est dit peut-être. Et ça nous a amené vers une grande enquête. Et du coup, ça va être un peu en préambule avant de vous parler de la construction du pavillon. Nous, on va vous parler de l'écologie de la canne de Provence, parce que la canne n'est pas qu'un matériau. C'est aussi une plante, et c'est une plante qui a une relation extrêmement forte avec les rivières. Et donc, je vais vous raconter un projet qui s'appelle Renouer avec la canne, c'est prendre soin de la rivière. On peut passer à la prochaine. Donc, la canne de Provence, c'est une plante que vous pouvez voir là sous vos yeux ébahis. Donc, une grande tige comme ça, toute longue, qui fait partie de la grande famille des graminées. C'est une plante qui ne vient pas de Provence, contrairement à ce que son nom indique. Elle vient d'une grande vallée fluviale, qui est la vallée du fleuve Indus, qui est l'actuel Pakistan. Elle a été ramenée en fait via les commerces des Romains par la route de la soie. C'est ça en fait qui a permis la dissémination de savoir-faire qui sont liés à cette plante. Cette plante, elle fleurit, mais elle a des graines qui sont stériles. Ça veut dire que tous les canniers que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été amenés par une graine, mais amenés par un fragment de rhizome. Et ça, cette stérilité, elle est extrêmement ancienne. Et ça veut dire qu'en fait, quelque part, la canne que vous avez aujourd'hui dans les mains, elle a été de fragment en fragment. C'est la même plante depuis les Romains. Donc presque, quand vous touchez une canne, vous donnez la main à un Romain. Cette particularité-là d'avoir des graines stériles, ça en dit beaucoup sur la manière dont on a pu accompagner la dispersion de la canne. La canne, c'est vraiment la plante à tout faire des civilisations méditerranéennes. On dit que c'est une plante archéophyte. Archéophyte, ça veut dire qu'on peut retrouver des traces de canne dans l'archéologie. Ça veut dire qu'elle vient pas d'ici, mais qu'en Méditerranée, elle est là depuis au moins les années 1500. Le 1er siècle à peu près. Et donc notre compagnonnage avec la canne, il est extrêmement ancien. On peut passer à la suivante.
Donc je disais, la canne, c'est la plante à tout faire de la Méditerranée, mais vraiment tout. Les premiers tuyaux, avant que le plastique ne remplace la canne, ils étaient faits en canne de Provence. Bien évidemment, les emballages, il y a un très beau tableau au musée des Beaux-Arts à Marseille, qui est un tableau de Loubon, qui s'appelle La Régalade. On voit des pêcheurs en bord de mer qui sont en train de se régaler avec un petit pique-nique, mais qui aussi portent un panier qui est en saule et canne de Provence. Ça a beaucoup servi dans les emballages parce que la canne, c'est rigide et léger à la fois. Donc ça a beaucoup servi notamment dans le Var pour l'emballage des fleurs, mais aussi c'est une plante à musique. Beaucoup en Provence, en fait, la musique traditionnelle, elle est faite à partir de chaume de canne. On a commencé par faire des fêtes en soufflant dans ce tuyau qui est la canne de Provence. Donc il y a beaucoup de culture à l'intérieur de la canne. Pour nous, en France, mais vraiment dans toute la Méditerranée, ce que je vous montre en bas, c'est le mudlif, c'est irakien, c'est canne et roseau. C'est pas simplement de la canne, c'est un mélange de deux matériaux, mais qui ont des propriétés qui sont très communes. Le panier que vous voyez un petit peu là-haut, il est syrien. L'atelier qui est juste à côté, il est marocain. On revient là, il n'y a pas très longtemps, du Maroc. On est allé faire un stage pour apprendre à travailler la canne auprès d'un mouksab, donc un artisan de la canne. C'est pareil, cette technique-là d'ombrière, ça s'appelle un canissos. On entend une sonorité espagnole. Là, j'ai rien mis sur l'Italie, mais ils ont aussi une très grande tradition et une manière de travailler la canne qui est un peu particulière. Donc, c'est vraiment partagé par un grand bassin qui est méditerranéen. On faisait tout, et puis patatras. Le pétrole, le plastique, surtout le raffinage du pétrole qui produit de l'éthylène. Et en fait, le plastique est un déchet du raffinage du pétrole. Il faut bien comprendre ça. En fait, on a besoin de se débarrasser de ce déchet du raffinage du pétrole. Et donc, on invente le plastique pour valoriser en fait un produit qui est lié au raffinage du pétrole. Et du coup, le pétrole, il va remplacer la canne pratiquement à tous les endroits. On invente le sac plastique, la boîte en plastique pour porter, les flûtes en plastique. Il n'y a que les hanches qu'on n'a pas encore, mais ça va peut-être venir. Les hanches d'instruments avant qui sont encore en canne. Et donc cette prolifération du plastique, elle va vraiment mettre un coup d'arrêt à l'usage de la canne de Provence. Et du coup, avec la perte de l'usage, on va perdre aussi les savoir-faire. Et nous, quand on a commencé à travailler la canne, ça nous a mené vers une enquête parce que vraiment tous les outils qu'on pouvait avoir à notre disposition étaient ceux du travail du bambou. Et en fait, c'est pas du tout adapté au travail de la canne. Donc, quand on essaie vraiment de superposer en se disant « c'est presque un bambou, je pourrais faire pareil », non, c'est un peu différent et les outils sont un peu différents. On est quand même tombé sur des outils plutôt dans des musées, notamment à Cadenay. Il y a un musée de la vannerie. On peut voir des fendoirs à canne et des ébrancheurs à canne. Mais par contre, aucun n'était disponible. On n'a jamais pu acheter un outil pour travailler la canne. Donc, et en plus, il y avait très peu de savoir-faire à notre disposition. En fait, on avait beau demander à des gens, à des vanniers, est-ce que tu sais travailler la canne? Ils nous disaient un peu, je sais faire un truc ou deux, mais je sais qu'on a fait, ou mes grands-parents, alors vraiment, les gens nous renvoyaient vers un passé pas très lointain, qui était vraiment la génération de leurs parents, leurs grands-parents, mais eux-mêmes n'avaient plus ce savoir-faire. Et ça, en fait, cette perte de l'usage et des savoir-faire, ça a entraîné des problèmes, notamment le long de la ripisylve des rivières. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la canne, en fait, son écologie, c'est la ripisylve, c'est le bord des ruisseaux.
Et il s'avère que quand la canne, elle n'est pas cueillie, en vieillissant, avec le temps, elle va sécher. Et au fur et à mesure où elle va sécher, elle va finir par se courber et par tomber dans la rivière. Et quand elle tombe, elle fait pas que tomber. Souvent, elle arrache un morceau de berge avec elle, parce que sous la canne, il y a ce qu'on appelle un rhizome. Donc ça, c'est une sorte de racine. En fait, c'est une tige déformée. Ça, c'est la racine de la canne. C'est pas très profondément enfoui. C'est à peu près à 1 mètre. Mais c'est assez gros. Et en fait, il y a un tissage très important de ce rhizome qui est à peu près 1 mètre sous la terre. Et donc, quand la canne va se courber, on imagine ce grand truc là qui va faire un grand ballon. Pour peu qu'il y ait un peu d'humidité qui va se déposer sur les feuilles du haut, en fait il va y avoir une courbure qui va exercer une pression très importante, et une fois que c'est 1, 2 ou 3 cannes qui se courbent comme ça, à un moment, un jour de pluie, d'orage, cette courbure elle va arracher le rhizome et emporter un morceau de la berge avec elle. En tombant, en fait, ces cannes, elles font un peu comme des micados dans la rivière. Elles font un enchevêtrement qui vont créer ce qu'on appelle un embâcle. Et cet embâcle, en fait, il peut être colmaté par des sédiments, par des feuilles qui vont venir colmater les cannes entre elles, et ça va créer un barrage. Ce barrage, en fait, va faire déborder la rivière. Donc, un jour de pluie ou de tempête, la rivière va monter, l'eau va se précipiter contre le barrage, va déborder aux abords, et puis à force de pousser contre le barrage, un jour, pas fait comme un autre, ce barrage, il va céder, et là, il va libérer une puissance de feu qui est extrêmement importante. Ça peut emporter des voitures. Vous avez peut-être entendu parler des inondations en Espagne, vers Valence. Valence, ils ont eu des problèmes d'inondation très importants, qui sont notamment liés à un défaut de gestion de la canne de Provence le long des rivières. Donc cette question-là du vieillissement des canniers et de la prolifération de la canne, elle pose d'énormes problèmes de gestion, notamment aux épages qui sont en charge du maintien des cours d'eau. Et on peut passer à l'image suivante, monsieur, s'il vous plaît. Parfait. Quelle coordination. Donc les épages, en fait, ils ont à leur disposition 2 méthodes de gestion de la ripisylve. C'est celle de la coupe rase. Donc on va couper les canniers au plus près du sol. Ça a pour effet, je vous ai dit tout à l'heure que la canne, c'est une graminée. En gros, c'est de l'herbe. Donc si on rase de l'herbe, qu'est-ce qui se passe ? Elle pousse encore plus dense. Donc c'est la même chose pour la canne. Plus on la coupe rase, et plus elle pousse. Deuxième méthode à leur disposition, le broyage-bâchage. Donc broyage-bâchage, c'est la technique, on arrache avec une pelle godet comme ça. Ensuite, on fait venir un casse-pierre, cette grosse machine qui est en bas. Le casse-pierre, il va avoir pour fonction de retourner la terre sur pratiquement 1 mètre pour aller arracher tous les rhizomes qui sont encore présents dans le sol. Et une fois qu'on a enlevé le maximum de rhizomes, on va bâcher la ripisylve. Alors vous imaginez l'état de la rivière, hein. Une fois que toutes ces opérations ont été faites, on a peut-être éradiqué la canne, mais pas que la canne, hein. De tout ce qui vivait autour, c'est terminé. Donc il y a bâchage, et ce bâchage, il doit être maintenu en place pendant 1 an, avec si possible, donc c'est une bâche noire pour éviter que la lumière ne pénètre, et que s'il restait des morceaux de rhizome dans la terre, ils ne regerment pas. Donc s'il y a des trous dans la bâche, c'est problématique. Donc il faut qu'il y ait des agents qui passent régulièrement pour venir voir, y a-t-il un trou dans la bâche ? Et donc ça a un coût. Je le mets ici, 60 € environ le mètre carré, environ 6 000 € par cannier. C'est un chiffre comme ça, mais bien évidemment, les canniers, ils peuvent être extrêmement importants. Des canniers, si vous imaginez ce qui se passe en Camargue, enfin, si vous pensez aux chiffres que pourrait être l'entretien par ces méthodes-là de la canne, en fait, c'est juste vertigineux. C'est un argent immense qui est dépensé pour la gestion de la canne. Alors,
Alors, avec notre pratique d'artiste, mais aussi on est un petit peu designer, on s'est dit en fait que si on relançait la cueillette de la canne, mais aussi l'usage de la canne, peut-être qu'on pourrait travailler avec les services les gestionnaires, avec les épages, peut-être qu'on pourrait être co-gestionnaire de la rivière. Et qu'on pourrait participer en fait à désherber en quelque sorte les caniers et qu'on le ferait pas tout seul, qu'on le ferait peut-être avec des gens. Donc nous on est le collectif Safi, mais on fait aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des Gamards, qui est un collectif de structures et d'habitants qui se sont mobilisés autour d'une rivière à Marseille qui s'appelle Caravelle et Galade. Et donc cette rivière Caravelle et Galade, elle a un gestionnaire qui est l'EPA Juca. Et donc avec l'EPA Juca, on a mis en place un projet avec leur soutien notamment financier et des protocoles où ils nous proposent d'intervenir sur certains caniers dont ils ont la gestion, et on va avec des citoyens cueillir de la canne. On peut montrer, voilà. Cette cueillette là, non, avant, là, celle d'avant, ouais. Oui, c'est ça. Cette cueillette, elle a pour but de jardiner le canier. Jardiner le canier, on voit que c'est une manière de prendre notre place à l'intérieur du canier en aménageant des alcôves, mais aussi ça a plusieurs intérêts. Celui d'éliminer la matière sèche. Quand un canier a trop de matière sèche, ça peut s'enflammer. Aussi, l'idée c'est d'aérer le canier, c'est-à-dire d'enlever les cannes trop sèches et de maintenir le canier jeune pour éviter qu'il tombe dans la rivière, mais aussi de créer des percées qui favorisent l'installation d'autres plantes, parce que le canier est souvent serré, dense et monospécifique. Et quand on crée des trouées, en fait, on invite d'autres espèces à pénétrer le canier, et donc on favorise un peu la biodiversité à l'intérieur du canier. Donc, à partir de notre mallette et de nos outils, tu peux repasser l'image d'avant, s'il te plaît. Je suis passée un peu trop vite. Donc, on a créé cette collection d'outils, donc qui comprend un fendoir, un ébrancheur, et qui permet en fait de travailler la canne et de travailler la canne refendue. Donc, on peut remettre l'image d'après. Donc, ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on utilise la canne refendue pour aménager les caniers. Tu peux passer même à la suivante. Donc on propose des workshops qui sont publics. On invite en fait les citoyens à venir se mobiliser autour de caniers et à apprendre les gestes qui permettent de savoir cueillir une canne. Toutes les cannes ne sont pas bonnes pour tous les usages. On choisit les cannes en fonction de l'usage qu'on va avoir. Du coup, on explique toute la question de l'écologie de la canne, mais aussi, en fait, on en profite pour partager en fait ce savoir-faire et faire tout un tas de gestes qui permettent de prendre soin de la ripisylve en cueillant les cannes. On peut passer à la suivante. Avec le collectif des Gamards, on profite de ces cannes pour faire rejaillir le ruisseau Caravelle et Galade. Donc on mène des workshops, on fabrique des gros objets comme ça, on s'habille tous en bleu pour être la rivière, et il s'avère que notre rivière Caravelle et Galade, elle est busée sur une partie de son parcours, donc on ne la voit plus. Donc pour la restaurer dans la mémoire des habitants, en fait, on va figurer la rivière en s'habillant en bleu, en portant cette fois-ci un canoë, mais on a aussi réalisé un poisson. Voilà, un cheven. Alors c'est le poisson et sa bulle d'oxygène, puisqu'en plus on a des problèmes d'anoxie dans notre rivière, donc il faut qu'on parle d'oxygène. On peut passer encore. On fait des workshops, peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce workshop-là, workshop ENSAM intensif, mais c'était aussi un peu le lancement de la Biennale Beau Détour. On partage ces gestes-là avec des jeunes architectes parce que, en fait, la canne a beaucoup servi dans la construction de bâtiments. On essaye de raconter comment elle était utilisée de façon différente, mais aussi de partager les savoir-faire.
On peut passer encore. Ça, c'est des petites réalisations. En fait, ces techniques-là, la maîtrise, elle se fait en 2 jours. C'est un workshop de 2 jours qui permet de comprendre ce qu'est la canne, maîtriser les outils, savoir refendre et savoir construire quelque chose. Donc, il y a un petit côté pop-up où on peut fabriquer des gros volumes en très peu de temps à partir du moment où on est quand même quelques-uns à travailler. On en a fait un très récemment aussi, donc avec Antoine Kilian, qui s'appelle De la matière à l'ouvrage, où on était à Sainte-Marthe pour fabriquer. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on l'utilise aussi parfois entière, la canne, et donc on montre aussi les techniques pour faire des assemblages en canne. Parce que c'est un matériau rond, donc en termes de construction, il y a besoin de connaître quelques éléments pour que ça tienne. Et voilà, donc on a fait quelques petites réalisations comme des sortes de petits abris. Et ça, c'est pareil, on est sur 2 jours de travail en collectif pour faire ces petites réalisations. Et encore, je pense qu'il y a encore une image qui peut passer. Ah, voilà. Et donc on a collaboré avec l'atelier Marais autour du pavillon Arondo, dont ils vont vous parler maintenant. J'ai encore une dernière image, Stéphane. Ce que je vous ai montré, les outils, en fait, on a édité un petit livret avec un mode d'emploi de la canne qui permet d'avoir des sortes de tutos qui vous permettent de faire vous-même, mais aussi la mallette que vous avez vue. Vous pouvez l'emprunter à partir de la Cité des Arts de la Rue tous les premiers dimanches du mois. Vous pouvez aller sur le stand des Gamards à l'occasion du marché qui a lieu à la Cité des Arts de la Rue et vous pouvez emprunter chacune des mallettes gratuitement pendant 30 jours pour vous essayer, vous aussi, au travail de la canne. Voilà, merci. Bon, bonsoir. Il y a de la canne de partout. Du coup, moi, je suis Jérôme Espitalier, architecte et membre du collectif Atelier Marais. Et Anna Hoft, aussi membre d'Atelier Marais. Donc on va rapidement vous présenter qui est le collectif Marais, notre travail avec la canne et le projet de la cabane à la Villa Médicis. Donc tout d'abord, en fait, on est une association qui a été créée il y a 5 ans à Arles et on est aujourd'hui une dizaine de membres de l'association. Donc là, vous voyez quelques membres qui ont participé au projet à Rome. Et donc on a un collectif qui est pluridisciplinaire. On a des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, aussi des photographes, des artisanes. Et l'objectif de l'association, c'est de travailler sur les territoires méditerranéens au sens très large, donc de l'échelle du paysage au design en passant par l'architecture et en se questionnant sur l'évolution du coup de la Méditerranée et de son pourtour. Donc on va travailler sur des questions autour de le rafraîchissement urbain dans les centres patrimoniaux, de la construction en terre crue, de la pierre sèche, mais aussi du paysage. Et c'est des sujets en fait qu'on retrouve partout autour de la Méditerranée, mais on s'est dit en fait on va commencer chez nous et il y a déjà tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on a pu s'implanter à Arles, à Marseille, et aujourd'hui on a Marty qui est à Gava, à côté de Barcelone. Et on a pu travailler du coup à Rome l'été dernier. Donc on a trois axes au sein de l'atelier Marais. Le premier, ça va être la recherche et l'expérimentation autour justement de ces thématiques méditerranéennes. Une fois qu'on a fait justement ce travail-là, on a pour objectif de le transmettre. Donc ça peut être à travers des publications ou des conférences comme aujourd'hui, mais aussi des ateliers pédagogiques. Donc on travaille pas mal avec les scolaires, mais aussi des personnes de tout âge. Et après, vu qu'on est quand même tous plus ou moins des concepteurs, on aime bien aller dans la conception et la réalisation quand c'est possible. 6 petits projets où justement on a pu travailler là sur la pierre sèche actuellement autour d'un gros diagnostic sur la Riviera française pour réaliser un pré-inventaire et des recommandations pour mettre en valeur ce patrimoine.
le travail autour de la conception d'un observatoire pour oiseaux à Arles, dans le marais de Lillon, qui est un marais géré par le PNR des Alpilles. La résidence imaginaire du réemploi qui a eu lieu à Caen, donc oui, on sort parfois aussi du territoire méditerranéen, mais le réemploi des matériaux, c'est quelque chose qui nous intéresse par rapport à la ressource qui est déjà là, et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur l'Atlas des matériaux marseillais. Donc on a essayé de comprendre un peu les matériaux et leur histoire dans la ville de Marseille, d'où ils venaient, comment ils étaient mis en œuvre et est-ce qu'ils avaient disparu ou pas. Des ateliers avec le CIE du Var et les écoles, et puis des balades dans l'accro autour de la construction en terre crue. Donc Marais et la canne, en fait, on s'est retrouvés confrontés à la canne la première fois à Arles lors d'une résidence d'architecture qui était organisée par la DRAC, la ville d'Arles et la maison de l'architecture PACA. Lors de cette résidence, on se posait la question sur le rafraîchissement urbain en milieu patrimonial. Comment faire pour rafraîchir les centres-villes anciens sans les défigurer, et au contraire, peut-être en retrouvant, nous, la postulat, c'était retrouver les techniques anciennes, parce que, on va dire, à l'époque, ils avaient déjà été confrontés à ces techniques. Et donc, on a vachement travaillé sur l'eau dans la ville, l'ombre, mais aussi tout ce qui va être protection solaire et matériaux. Et donc, lors de ces balades, on a pu, et de ces recherches, on a pu constater qu'en fait, sur les photos historiques, on avait des toiles d'ombrage. On avait des toiles d'ombrage qui permettaient de protéger les bâtiments du soleil. Et ça, en fait, on observe ça sur beaucoup de villes patrimoniales en Provence, mais partout autour de la Méditerranée. Et en particulier à Arles, on a constaté qu'il y avait des crochets. Il en reste très peu sur les façades patrimoniales, mais des crochets qui permettaient d'accrocher en fait des rideaux ou des scourtineries. C'est des tressages végétales qui permettaient de protéger la façade du rayonnement direct. Il y a plein d'autres choses qui a raconté sur le rafraîchissement urbain, mais on s'est du coup orienté vers la vannerie. On a essayé de rencontrer des producteurs de fibres tressées, et il y a à proximité d'Arles, il y a deux productions qui sont encore présentes. C'est le travail de la sagne. La sagne, c'est le roseau camarguais. Donc aujourd'hui, où on le tresse mécaniquement avec une machine là que vous voyez derrière en second plan. Donc on fait des rouleaux qui servent encore aujourd'hui soit pour protéger du vent, mais aussi du soleil. Donc on met sur les treilles et les pergolas. Ou sinon, il y a la vannerie à Valabrègue. Valabrègue, c'est le village des vanniers. Il faut savoir qu'au siècle dernier, il y avait 400 vanniers à Valabrègue. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un. Et il va bientôt partir à la retraite. Et donc Daniel nous a montré un peu son champ d'osier, etc. Et nous, on lui a posé des questions sur la canne, parce qu'on avait observé qu'il y avait beaucoup de cannes le long des ruisseaux à Arles. Et il nous a dit qu'il avait déjà fait des tressages en canne et qu'il était OK pour nous transmettre la technique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des ateliers avec Daniel autour de la canne de Provence, en se disant qu'on allait voir si on pouvait refaire des protections solaires en canne. Et donc là, on était à Arles, aux Aliscamps, dans un jardin qui est en fait le long d'un canal qui traverse la ville, où il y a encore toutes ces fibres végétales qui sont présentes au sein de la ville et qui sont pas gérées, mais qui justement ont posé cette question pourquoi couper à chaque fois alors qu'on peut l'utiliser pour se rafraîchir. Et donc à la suite de cette résidence, on a eu l'occasion de travailler avec le CIE du Var. Pour travailler justement sur cette question du voile d'ombrage et le rafraîchissement. Et donc on a pris contact avec Dalila et Stéphane, justement en leur proposant de collaborer pour qu'on s'échange les techniques, nos regards autour de ce matériau. Et donc ça a été une collaboration pour nous très inspirante, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même travaillé la canne au début avec des outils de vannier, qui sont pas du tout les mêmes outils qu'en fait, la canne est plus grosse, plus robuste que l'osier. Et donc, en fait, on a eu les mêmes outils, mais en version XXL. Donc, c'était très intéressant. Et on s'est dit, on a pu faire des petits prototypes. Donc, ça, c'est les prototypes qu'on avait fait lors de la première résidence. Mais du coup, on a commencé à collectionner des échantillons de tressage en canne, en se disant que ça pouvait servir un jour. Et en l'occurrence, on a répondu à un concours.
Et ah oui, et peut-être pour préciser, à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé à l'atelier, c'est Marty, et en fait, on a réussi à avoir une bourse européenne pour que Marty, qui crée son activité d'architecte autour de la canne de Provence à Gava, puisse venir à l'atelier Marais et était financé pour faire de la recherche sur la canne de Provence. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu travailler ensemble. On a organisé des rencontres des acteurs de la canne avec BDM. Et en fait, on a répondu à ce concours. Voilà. Oui, donc ça a été un moment assez structurant de répondre assez spontanément au concours du Festival des cabanes de la Villa Médicis à Rome 2025. Où on y a vu l'opportunité. Donc l'idée de ce concours, c'est de concevoir une cabane un petit peu originale dans le jardin patrimonial Renaissance de la Villa Médicis. Donc un contexte quand même assez haut de gamme, on va dire. Et donc de concevoir une proposition originale. Et donc nous, on s'est dit, pourquoi pas tester d'imaginer une architecture à partir de la canne de Provence, en se demandant à quel point elle pouvait, ou jusqu'où on pouvait la pousser à l'échelle de l'architecture. Donc là, on passait un petit peu de l'échelle de l'ombrage et du prototype à celui de l'architecture. Donc on a fait une proposition qui... d'abord, on s'est intéressé un petit peu au contexte romain. On s'est dit... est-ce qu'il y a de la canne de Provence à Rome? En fait, c'était une première question et on n'y échappe pas parce que la ville, elle est organisée autour du Tibre, donc le troisième plus grand fleuve d'Italie. Et c'est une situation urbaine qui est assez particulière parce qu'on a un fleuve qui est assez énorme, mais qui est aujourd'hui assez méconnu, assez délaissé. Je ne sais pas si peut-être vous êtes déjà allé à Rome, dans le centre-ville. Le fleuve, en fait, il est entouré de murs de 11 mètres de haut, complètement en contrebas de la ville. Et parfois, on l'aperçoit au loin, mais on l'investit très peu. Donc, que ce soit dans le centre-ville, mais aussi sur les zones plus périphériques, où en fait, c'est un fleuve qui est un petit peu, qui tourne le dos à la ville, ou plutôt la ville lui tourne le dos, je dirais. Et on se retrouve avec des espaces assez dingues, sauvages en fait, en pleine ville, délaissés, et où là, donc, sur notre premier repérage, on n'était pas très étonnés, mais très heureux de découvrir l'ampleur de la présence de la canne dans cette ville. Donc c'était tout à fait cohérent d'imaginer, cohérent d'imaginer pouvoir traiter de ce sujet de la canne à Rome. Donc je disais oui, en faisant des premiers repérages, on a vu que la canne était liée en fait à des espaces complètement délaissés, négligés, peu entretenus, que ces espaces étaient aussi liés en fait, pouvaient parfois être le refuge de populations rejetées de la ville entre guillemets, donc des personnes sans abri. Des usagers de drogue, des animaux aussi errants qui sont parfois nourris par les habitants. Donc il y a une réalité urbaine qui était liée aussi à cette canne qui nous a un peu interpellés et on a beaucoup arpenté les bords du Tibre et c'était parfois assez triste à voir. Donc on a fait cette proposition dans le cadre du concours qui a été retenue d'imaginer, comme je disais, une architecture inspirée de cette canne qui ferait aussi un hommage à sa dimension culturelle et qu'a expliqué Dalila et à son aspect musical. Et donc on a décliné au maximum la canne, donc en se disant on avait vu qu'elle pouvait faire des beaux panneaux tressés, des belles résilles. On s'est demandé si elle pouvait être utilisée en structure. Donc ça a été un test. Donc on a proposé d'avoir une partie de la structure du pavillon qui soit faite en canne.
Elle pouvait aussi être utilisée en bardage. Et puis en fleurs et en broyat, mais ça a été un petit peu délaissé. On vous montre l'image du concours. Donc on a été retenu, on a été lauréat, et puis après il a fallu rendre tout ça réalisable. Donc on s'est entouré de Bosquet Bois, donc un bureau d'études structure bois spécialisé dans le bois, Kevin Dessessart, qui est à Marseille, qui nous a accompagnés sur le dimensionnement de l'ensemble pour pousser à quel point on pouvait, nous on s'était dit on veut utiliser au maximum la canne en structure, mais on savait pas vraiment à quel point ça allait être possible. Donc on a dû faire aussi des compromis, avoir une structure principale en bois et une structure secondaire en canne. Donc Kevin nous a accompagnés là-dedans. On a aussi poussé, donc on s'est dit qu'il fallait faire des tests. Donc on est allé collecter des cannes à Marseille et puis on a fait des tests un peu empiriques dans un premier temps, en assemblant les premiers poteaux et portiques en bois, en testant des connecteurs, etc. Et en les chargeant. Donc là, on a fait des tests. Ce que vous voyez, c'est une charge de 120 kilos, fait assez simplement avec deux bidons de 60 litres qu'on a remplis pour voir si le poteau tenait bien comme Kevin nous l'avait demandé. Il nous avait dit il faut que ça tienne 120 kilos minimum. Et c'était un succès. En fait, le poteau, donc l'image en bas à droite, le poteau est chargé de 120 kg et il n'a pas été déformé. On a fait un test ensuite sur un portique, donc c'est l'image un petit peu petite en haut à droite, où là on a chargé au centre du portique, donc on voit qu'il y a une déformation, mais le portique a quand même bien tenu. Et on a testé de casser le poteau quand même pour voir jusqu'où il pouvait tenir. Et donc là, c'est un principe de 4 cannes assemblées avec un connecteur. Et on s'est aussi entouré donc on voulait un peu valider au maximum les choses, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais on était dans un contexte quand même où c'est des pavillons qui vont recevoir du public qui sont ouverts tout l'été. Donc il y a beaucoup de monde qui passe on avait un enjeu de sécurité quand même assez important. On faisait pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc il fallait aussi rassurer la Villa Médicis et nous rassurer aussi. Donc on a demandé à l'école d'architecture de Paris-Malaquais de faire des tests sur des échantillons pour tester la résistance à la compression aussi. Donc ça a aussi étayé l'étude qu'a faite Kevin. Et les résultats étaient assez intéressants. On a obtenu 47 mégapascales de résistance à la compression. Je ne sais pas si ça vous parle comme données, mais c'est à peu près de l'ordre de la résistance du bois. Enfin, ça dépend de l'essence du bois, mais c'est une résistance qui est quand même assez intéressante et assez dans l'intervalle du bambou également. Et puis on a dû, donc ça c'était pour la partie plutôt études, et puis ensuite on a dû s'entourer aussi pour la partie réalisation et logistique à Rome, parce que c'était pas forcément évident de faire un projet à distance. On y était allé 2-3 fois pendant l'année, mais voilà. Donc on s'est entouré du collectif Acapat Zero, qui est un collectif romain qui a beaucoup de pratiques proches des nôtres et avec qui on s'est très bien entendu. Et donc qui a fait un petit peu notre relais local logistique, et sans qui rien n'aurait été possible, je pense. Et puis on s'est mis en lien aussi avec des universités, donc la IED, une école de design, et puis l'école d'architecture de Romatré. Et puis on s'est entouré évidemment du collectif Safi aussi, à qui on a proposé donc de co-organiser un atelier pédagogique à l'école d'architecture de Romatré, en se disant que on souhaitait adjoindre à notre démarche une dimension aussi de transmission. Comme disait Jérôme, c'est un peu dans les intentions de notre asso, donc on était tout à fait enthousiaste à se dire qu'il fallait organiser un workshop et proposer donc aux étudiants romains de partir dans cette petite aventure avec nous.
Donc ça a duré une semaine au mois d'avril dernier. Dalila et Stéphane sont venus avec nous, nous ont transmis aussi les gestes et la connaissance de la canne. On a aussi été accompagnés par Francesco Carreri qui nous a introduit un petit peu les espaces délaissés que j'évoquais tout à l'heure sur Rome, qui est un marcheur aussi romain, cofondateur du collectif Stalker pour ceux qui connaissent. Et donc, on a invité les étudiants et étudiantes à cueillir les cannes, rentrer dans les canniers, les cueillir et puis les fendre, les ébrancher, les fendre, enlever les nœuds, enfin toute cette série de gestes qui permet au fur et à mesure de construire ces panneaux tressés. Donc avec eux, on a fait vraiment la partie panneaux tressés, pas les autres éléments. Mais voilà, c'était une semaine très riche et où les étudiants se sont, comme ça a été dit plus tôt, se sont emparés des gestes très rapidement. Donc pour repartir, pour reprendre, on a fait une semaine de workshop avec les étudiants et puis après il fallait commencer à construire sur place. On avait énormément de contraintes. La Villa Médicis, ils aiment bien tout contrôler. On avait le contrôleur technique, que vous a mentionné Anna, qui nous a beaucoup surveillé sur la faisabilité du projet, sachant que d'habitude, c'est quand même des projets qui sont construits en bois ou c'est des matériaux plus standards. Donc on a réussi à s'implanter en plus sur un carré qui était patrimonial avec des colonnes classées. Donc il a fallu et on n'a pas d'atelier de construction à Marseille pour faire de la grande charpente, donc on a choisi de rester un peu moins d'un mois sur place dans la Villa Médicis pour préfabriquer sur place. Donc ces connecteurs en bois plus la charpente intérieure qui est la structure primaire qu'on a fabriquée à plat, qu'on a puis remonter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chantier école aussi pour nous, parce que dans le collectif, on n'est pas tous des constructeurs. Donc, on a tout mis en place toute une stratégie de transmission entre ceux qui savent et ceux qui apprennent. Et donc, au fur et à mesure, on a pu optimiser toutes les méthodes et la mise en œuvre. Donc là, ce qu'on voit, c'est la mise en œuvre des panneaux tressés à l'intérieur du pavillon. Pour nous, c'était aussi une première, parce que faire des panneaux de 4,50 m de haut en canne tressée, clairement, là, on n'avait pas testé avant, quoi. On savait que c'était possible techniquement, et donc aussi grâce au savoir-faire et l'expérience de sa fille, on a pu quand même être extrêmement bon, et les panneaux sont d'une résistance assez impressionnante. Donc les panneaux, c'est aussi un clin d'œil à l'architecture patrimoniale, où en fait la plupart des plafonds à Marseille en particulier sont en fait faits en canne de Provence, en canis, et enduit après au plâtre par-dessus. Donc là, on révélait un peu le tressage qui est absent. On a du coup les poteaux en canne testés avec ces connecteurs qui permettent en bois, avec 2 sangles métalliques, de transmettre les charges, qui créent cette colonnade. Donc tout le concept du pavillon, c'était d'avoir un objet, un petit temple fermé depuis l'extérieur, où on se glisse sous la façade pour ensuite rentrer sous cette colonnade et arriver dans l'atrium central qui joue avec la lumière et qui est ouvert vers le ciel. Et donc on a des panneaux tressés en façade, des panneaux qui ne sont pas tressés en façade, qui sont faits avec les chutes de canne, et où on a dû mettre en place nos propres outils de levage, donc qui seront faits très facilement en fin de compte. C'était juste long à mettre toutes ces cannes dans les cadres, donc c'est des chevrons défoncés où on a pu glisser les cannes au fur et à mesure à l'intérieur, et qu'on a pu lever sur les façades. Et donc ça crée ce qu'on recherchait, cet ombrage, ces jeux de lumière, ce jeu avec le vent, le son aussi de la canne quand on la touche, quand on la percute. On ne peut pas souffler dedans, celle-là, ça c'est sûr. Et on va dire que le pavillon a accueilli 50 000 visiteurs, 53 000 visiteurs, et n'a pas eu une seule déformation structurelle. Donc on était extrêmement satisfaits. La canne a doré un peu avec le temps et le soleil. Et bon, voilà, quelques images. On a pu faire un démontage record aussi en 2 jours,
Clairement, c'était la partie la plus rapide du projet. Et puis, il y a pu y avoir aussi des événements dans la Villa Médicis. Ils organisent tout un tas de festivités, donc, dont la nuit des cabanes, où du coup des artistes s'approprient pour la journée les cabanes et créent des performances avec des mises en lumière sonores, artistiques, de danse, etc. Voilà. Oui, en conclusion, on peut se dire que d'un point de vue constructif, on est plutôt content du résultat. Que c'était un projet expérimental et qui nous a montré que la Cannes, elle a beaucoup de potentiel. On a vu, comme tu dis, Jérôme, qu'elle n'a pas subi de déformation, qu'elle peut potentiellement tenir longtemps. Et c'est aussi un matériau qui est assez agréable à travailler et assez facile, dont le savoir-faire est assez facile à acquérir. Donc nous, ça nous donne très envie de continuer à explorer ce matériau. On voit que la ressource, elle est là. Il y en a énormément, à Rome comme à Marseille. Et qu'elle nous invite aussi à reconsidérer notre rapport aux espaces, aux caniers et aux espaces délaissés qu'ils augurent, et à notre rapport aux cours d'eau et aux vivants de manière plus générale dans nos villes. Et peut-être dernière chose, on peut rappeler que ce projet, il a été permis parce que c'est un cadre quand même assez expérimental. Il a été aussi permis par beaucoup d'énergie bénévole. On a calculé, donc à la fin, on avait un budget qui était pas dingue pour ce qu'on avait. On a dû chercher aussi des financements complémentaires. On a compté qu'on avait passé à peu près 300 jours à travailler là-dessus. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas que nous, c'est les personnes qui sont venues aussi nous aider, que ce soit des membres de l'atelier Marais, mais aussi des amis qui sont venus donner un coup de main sur le chantier. Donc voilà, c'est un cadre quand même particulier qui pose la question de la reproductibilité de l'usage de la canne en architecture, et puis qui pose la question de comment on pourrait l'utiliser dans un cadre un peu plus réplicable, dans des bâtiments publics par exemple. Voilà, donc peut-être que ça sera une matière à discussion dans la table ronde qui suit. Et peut-être, on a oublié de dire merci à BS Stock et aux grands ateliers pour l'invitation, et à l'IMVT de nous recevoir. Merci à tous. Merci à vous quatre pour ces présentations, bravo pour votre engagement et puis le sens que vous donnez à vos pratiques. Il y a Stéphane qui va nous faire une démonstration de refonte de la canne. Et ensuite, on aura quelques minutes pour des questions avec la salle, si vous en avez. Donc, Atelier Marais et Collectif Safi, vous pouvez rester dans les parages pour répondre aux questions à la suite de cette petite démo. Nous, on nous a dit que les gants étaient hyper importants. Ça coupe comme du rasoir. Ah oui, je les branche là. Alors, on imagine, on est dans le canier, on a coupé la canne. Et comme on avait 3500 pour le pavillon, non, c'est ça, les cannes? Je crois à peu près comme ça. Donc, ébrancher à la main, c'est un peu long. Donc, on a refabriqué un ébrancheur. Et on fait juste comme ça. On fait comme ça. Attention, ça rapide. Hein. Non. Oh. 5 secondes multipliées par 3500 cannes. Finalement. Et une fois qu'on a ébranché, on peut refendre. Alors, je vais faire comme on l'a appris. Hein. On prend une petite scie.
On coupe après le nœud. Bien qu'en Espagne, ils prennent leur fendoir, ils cassent le nœud au bout et ils en tirent direct. Ensuite, on cherche l'œil. Bon, je ne vous explique pas. Donc là, on refend. Les gants. Oui, je vais les mettre. On refend en 4. Ok. On remet les gants. Parce que j'ai que 5 minutes alors. Comme ça, on a l'impression que c'est simple, mais a priori, les étudiants qui ont fait le workshop, c'était pas aussi simple que ça sur les premières fois. À bien viser. Donc après, on enquille le fendoir. Et là, c'est la chip. Comme les 500 cannes. Donc, et là, il faut équiper le champ de la canne. Et là, ça bravo. Bravo. À 4 éclisses, mais les fendoirs on peut faire à 3 éclisses, 5 éclisses, 6 éclisses. Et après donc, on a une éclisse, donc ça c'est une languette de canne, qui est très très souple dans un sens, mais qui est par contre très cassant dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on apprenait avec les étudiants à bien travailler dans le sens de la canne, de la courbe de la canne, donc faire des bouts. Et donc pour le tressage droit, il y a moins besoin de cette technique-là. Donc c'est très très souple, voilà. Différents matériaux, on peut faire des petites couronnes, sur des tas d'objets, des instruments, des paniers. Donc ça, sur un panier comme ça, il y a de la canne fraîche, comme on a pris. Pour faire des clôtures comme ça, les bords des clôtures, la canne sèche, qui donne plus de résistance au panier. Et quand on utilise la canne fraîche, elle n'a pas beaucoup de rétractation. Comme l'osier par exemple, quand on prend un osier frais, le panier va se détendre. La canne, elle n'a pas beaucoup de rétractation, donc même si on travaille frais, l'ouvrage ne va pas trop se détendre. Voilà. Merci. Ah oui, un dernier truc. Un petit instrument de musique en canne. Ça s'appelle un doli-doli. C'est inspiré d'un instrument indonésien qui est à l'origine fait en bambou. Et ça se joue comme ça. Et voilà. Merci Stéphane. Du coup, place à la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des interrogations sur ce qui a été présenté? Je vous laisse lever la main. Ouais, c'était hyper clair. A priori, il y a ça qui marche. On peut vous l'envoyer. C'est un micro. Je voulais savoir la tenue dans le temps. Est-ce que vous avez déjà un peu des retours, des murets que vous avez pu faire, Stéphane? Tu m'écoutes, Stéphane? Quand vous faites vos murets en canne tressée là, avec les habitants et habitantes, est-ce que vous avez des retours? Ça fait combien d'années? Est-ce que combien de temps ça tient? Est-ce que ça à l'extérieur ça se désagrège vite ou... Alors non, ça dure assez longtemps. Il faut juste un petit peu entretenir. Souvent, il y a une éclisse qui va peut-être sortir. Donc il faut juste la refixer, mais ça peut tenir... Là, on a fait des plessis qui ont déjà 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas trop bougé, en fait. D'accord. Ça grise, mais tu peux aussi traiter avec un mélange huile de lin, essence de térébenthine pour garder la jolie couleur. Et quand ça n'a pas grisé, ça dure vraiment quand même beaucoup plus longtemps. Donc je pense qu'on peut dire, même en extérieur, on est sur quelque chose comme 10 ans par exemple. Ça ne se refend pas non, ça se refend pas. Non, ça se tient tout seul. Et si tu limites la grisaille, ça se désagrège moins. Et un panier comme ça, quand c'est en intérieur, par contre, oui. Là, c'est pour toujours. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonjour, j'ai entendu, il y a une boîte à Toulouse qui s'appelle Reed Materials, Yes. qui imagine développer des choses autour de la canne de Provence, et je trouve ça complètement hors sol, et je ne sais pas comment ils vont pouvoir valoriser économiquement de la canne de Provence, s'ils ont envie de mettre en culture de la canne de Provence ou je ne sais pas, mais je me pose plein de questions sur le sujet. Ils font de l'aggloméré en canne avec des fragments de canne. Ils font des panneaux en fait de bois aggloméré. Eux, ils se servent plutôt en fait des chutes, des coupes rases qui sont faits par les gestionnaires de canne. Donc c'est comme ça qu'ils s'approvisionnent. Jusque-là, en fait, ils faisaient un mélange de canne et résine, mais maintenant ils ont trouvé un procédé pour compresser à chaud. Et faire ces bois-là. Moi, je sais pas. Je pense que je sais pas s'il y a un grand débouché. Je saurais pas dire. Mais tu veux dire quelque chose là-dessus? Ouais, c'est aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de boîtes comme ça qui se sont lancées. Après, c'est toujours pareil. Hein, ça va dépendre du volume et compagnie. En fait, sur leur site internet, j'ai vu qu'ils se présentent comme start-up deep tech. Et pour l'éco-construction, je trouve ça un petit peu décalé. Après, les producteurs de hanches, ceux qui fabriquent les hanches, eux, ils ont des cultures de cannes et ils cueillent 200 000 cannes par an. Et même des fois, ils demandent à d'autres producteurs, notamment à Arles, de leur fournir de la canne pour faire leurs hanches. Et ils ont racheté pour l'un qui a Cogolin les machines pour faire des canisses. Il a fait des canisses pendant 1 an et il se rend compte qu'en fait, c'est pas rentable. Donc il a toutes les machines qu'on lui a données d'un vieux monsieur. Mais il n'y a personne pour reprendre derrière la fabrication de ces canisses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, en fait, on n'a pas précisé, mais dans la cabane, il y a aussi la résistance de la canne est aussi déterminée par son âge et son niveau de séchage. Donc, vu qu'on n'avait que 1 mois, on ne pouvait pas faire du séchage très long. Donc, on a en fait travaillé avec un producteur de hanches dans le Var pour récupérer des cannes aussi d'un certain diamètre qu'on voulait du coup au niveau des colonnes et des poteaux pour avoir un dimensionnement à peu près standard. Et donc c'est vrai qu'on a vu ces caniers, c'est assez impressionnant et pour le coup eux ils ont vraiment une production énorme. Après toutefois c'est toujours pareil, hein, ça reste de la monoculture du coup. On est plus sur une écologie proche rivière et c'est... Mais je pense que ce qui est intéressant en fait dans la canne, c'est de retrouver des usages comme par exemple celui de devenir des âmes pour des torchis. C'était beaucoup ce qu'on faisait, notamment quand il y avait des bâtiments avec des courbes. Ça permettait, on utilisait des cannes entières au plafond pour faire des voûtes, des choses comme ça. Et je pense que ça, par exemple, c'est vraiment hyper intéressant à retrouver, de se dire que on mélange la canne et un torchis. Voilà, de recouvrement. En fait, je pense que c'est ça qu'il y a à chercher aujourd'hui. C'est aujourd'hui et maintenant, comment on fait pour inventer l'usage, mais un usage, si possible, écologique. Parce que si l'idée, c'est juste de prélever la canne et de se dire qu'on va être extractiviste et qu'on va s'en servir comme d'un matériau qu'on peut simplement prendre sans faire attention à la filière, ben on aura raté le coche. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'inventer des choses qui permettent d'utiliser la canne tout en s'occupant en fait de quelle est la filière, comment on prend soin de l'endroit où elle vient et comment on préserve cette ressource, mais aussi son lien à la rivière. Donc si on arrive à rentrer dans une boucle vertueuse comme ça, je pense que de réinventer des manières d'utiliser la canne, c'est hyper intéressant. Si c'est pour se dire oh il y en a plein, on va tout couper, on va faire un truc, bah merci. Hein. Une question? Bon, peut-être enchaîner. De toute façon, il y a une table ronde, il y aura encore plein de questions, je pense. Avant ça, on va du coup en profiter en transition pour vous donner peut-être plus d'informations sur ce qu'on a commencé à spoiler, on va dire, en introduction, mais aussi pour repréciser des choses sur cette biennale.
parce que même si ça vient après 20 ans de Festival Bellastock, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, tout le monde n'y a pas forcément participé. Et puis ça reste la première édition de cette biennale, donc c'est important pour nous de vous repréciser de quoi il s'agit. Voici une autre image de ce que peut être un festival Bellastock. En fait, voilà, donc après 20 ans, on a décidé de travailler aussi avec les grands ateliers parce qu'on a des objets qui sont partagés, avec un parcours côté grands ateliers qui est plutôt académique, qui est un lieu qui a émané d'une demande d'enseignantes et d'enseignants en architecture au départ, avec l'idée voilà de créer un lieu pour croiser les arts, l'ingénierie, l'architecture et pouvoir expérimenter à échelle réelle. Donc ça, c'est un des piliers fondamentaux qui est commun avec le festival Bellastock. La question d'expérimenter sur les territoires, donc il y a ce qu'on peut faire aux grands ateliers avec du prototypage, etc. Puis après, il y a comment on vient sur des sites et puis travailler avec la ressource locale, travailler avec toutes les contraintes d'un site et d'un territoire. Et puis quelque chose qui est vraiment essentiel et qui est vraiment, je pense, une des clés, une des bases de ce qui est peut-être moins visible comme ça quand on le raconte, mais la question des communs et d'expérimenter collectivement, qui est vraiment, on va dire, le liant du festival Bellastock depuis sa création. Et j'essaierai de vous le raconter en images juste après. Donc on vous a dit que c'était une biennale, on est dans un cycle avec différents événements. On a pu accompagner 2 workshops de l'école d'architecture de Marseille au début du mois de février. Un workshop animé par Antoine Quillian et puis Florence Sarano, et puis un second workshop animé par Stéphane Herpin et Carole Lenoble. On est ce soir sur le lancement de cet événement avec ces conférences et puis cette table ronde qui arrive. En avril, on a une exposition qui se tiendra encore ici à l'IMVT. On parlera encore du festival, des ressources qu'on utilisera dans le cadre de festival, et puis on travaillera à valoriser ce qui a été fait par les étudiants et les enseignants lors de ces différents workshops. Et puis la ville éphémère qui vient conclure ce cycle au mois de juillet 2026. Quelques images du workshop. Voilà, c'est des images qui ont déjà été montrées par Dalila, mais avec la cueillette. Voilà, ce travail de refente des cannes. Donc ce workshop, il a eu lieu à la Cité des Arts de la Rue, début février. Voilà, nous, dans ce cycle-là, c'était aussi l'idée de venir en support de pédagogie qui existe et puis d'acteurs qui sont déjà engagés sur le territoire. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on voulait aussi continuer à déployer cet événement-là comme étant un outil support des pédagogies existantes et puis aussi un outil activateur sur des thématiques qui nous semblent avoir du sens. Quelques images du workshop qui ont déjà été montrées. Pour nous, c'était important aussi de pouvoir tester ce que pouvaient être ces constructions-là en préfiguration de la ville éphémère. Et puis, on voit que ça a été travaillé à différentes échelles. Stéphane a montré cette question des outils associés à la canne de Provence, cette question aussi des instruments. Donc voilà, c'est des choses qui ont aussi pu être menées. Et puis, voilà, une construction, une expérimentation qui est en cours, encore une fois à la Cité des Arts de la Rue, dans le cadre d'un workshop. Donc là, c'est le workshop de Stéphane Herpin et de Carole Lenoble, avec un petit appentis en cours de construction. L'exposition, donc on y travaille actuellement, elle sera inaugurée le 9 avril. Donc on va communiquer prochainement sur cet événement-là. L'idée pour nous, encore une fois, de valoriser le travail qui est déjà mené par les acteurs ici sur le territoire, et puis continuer à préfigurer ce que sera cette ville éphémère, donner envie aux étudiants et aux professionnels de venir s'inscrire à cet événement pour pouvoir collectivement expérimenter au mois de juillet ces matériaux-là. Voilà, donc comme on l'a expliqué, la biennale Beau Détour, elle
elle vient devenir la nouvelle version en fait de ce festival Bellastock. En gros, c'est vraiment une augmentation de ça. Donc c'est plus annuel, c'est devient une biennale. Alors l'idée c'est pas que la ville éphémère a lieu tous les 2 ans, ça c'est vrai, mais c'est plutôt de dire que pendant 2 ans, on va venir dans un territoire et mener différentes actions qui permettent à la fois d'essayer de comprendre les ressources de ce territoire et de venir pour aider de par notre expérience et de ce qu'on sait faire avec des questions pédagogiques ou des questions événementielles, de pouvoir mettre en avant en fait ces choses-là qui ont déjà été identifiées et travaillées par les acteurs du territoire et de travailler en lien avec eux pour essayer de créer ces moments-là qui permettent en fait de continuer de valoriser ces choses et de pouvoir avoir les discussions qu'on a ce soir par exemple. Voilà, et donc la ville éphémère, en effet, c'est le point d'orgue de cette biennale. C'est avant tout voilà un événement qui est à destination des étudiantes et étudiants, mais pas uniquement, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on a vraiment toutes sortes de publics qui viennent. On a des jeunes agences d'archi, on a des gens des collectivités qui nous accueillent, qui viennent faire des équipes et qui viennent en fait jouer ce jeu de la ville éphémère. Donc la ville éphémère, c'est 4 jours. Du jeudi au dimanche. Donc le jeudi, on est une soixantaine de bénévoles qui accueillent entre 200 et 300 participantes et participants. Il y a un site qui est donné, il y a une quantité de matière qui est disponible sur le site, donc qui est limitée en quantité aussi. Et le but, en fait, c'est assez primitif, on va dire, c'est que ces équipes puissent se fabriquer, concevoir et du coup fabriquer ensemble un habitat. Donc selon les matériaux, selon les sites, les règles changent un peu, par équipe de 5 ou de 10. Et donc ils viennent le premier jour fabriquer un habitat dans lequel ils vont devoir dormir le premier soir. Donc s'il y a du vent, s'il pleut, il faut qu'ils soient à l'abri parce qu'ils dorment vraiment dedans. Il n'y a pas d'échappatoire entre guillemets. Et donc ce qui est intéressant en fait par rapport à tout ce qu'on arrive à mettre en place dans les écoles avec le design build et tout ça, ce qu'il y a vraiment en plus, c'est à la fois le nombre, la question du collectif et le fait d'expérimenter en vivant dans ce qu'on a dessiné et construit soi-même. Et donc ce qui est intéressant, c'est le 2e jour, c'est qu'il s'est passé des choses, tout n'était pas parfait. Donc on vient améliorer ces habitats. Et puis viennent naturellement en fait se construire des choses entre les habitats. Et ce truc-là, on va dire qu'il est encadré par 20 personnes en général, mais il n'est pas dirigé. C'est-à-dire que tout est assez automotivé par les participantes et les participants. On a vraiment en fait une activité de ville qui se met en place naturellement. Et enfin voilà, il y a des gens ici qui ont déjà fait le festival et on pourra en discuter. Il y a toujours plein d'anecdotes de ce qui se passe dans ces villes, plus ou moins racontables. Mais on pourra s'en parler autour d'un verre après. Et donc on a quelques images. Donc ça c'est la ville des Terres en 2017. Actuellement à cet endroit-là, maintenant il y a un énorme village olympique, qui ressemble pas du tout à ça. Donc c'était fabriqué avec des briques de BTC. Des chutes de bois issues d'une scierie qui nous ont été données et puis des ondulines en polycarbonate. Ça c'est donc je vous ai dit il y a le jeudi, le vendredi on construit, le samedi la ville éphémère est terminée et elle ouvre ses portes au public et donc il y a toute une programmation culturelle autour de la thématique du festival. Donc ici ce sera la Canne de Provence et la tuile marseillaise de réemploi. Entre maintenant et on va creuser le sujet, on va essayer de mettre en place plein de sujets de discussion, de faire venir des personnes qui ont des choses à raconter dessus, mais aussi pour en parler avec tout le monde. Donc voilà, ça c'est un exemple en 2017 de nouveau. Il y avait entre autres Patrice Doat, fondateur du laboratoire Cratère, Patrick Bouchin. On essaie de rassembler un maximum de monde autour de sujets. Ça c'est un peu pour montrer à peu près la quantité de personnes dans une édition qui avait eu lieu en Chine pour une ville flottante sur l'eau. Voilà ce que ça donnait. C'était à Wuhan, maintenant on connaît Wuhan, hein. Ça arrivait après. Ça c'est la dernière édition qui a eu lieu l'année des Jeux Olympiques à Paris, plutôt en septembre, donc il faisait un peu froid. Et c'était Stockopolis, donc habiter les racks de stockage. Et là ce qui est intéressant c'est plutôt de voir toutes les recherches d'esthétique par les participants et les participantes avec ce qu'ils ont sous la main. Ça c'est un lieu hyper important en fait de la ville éphémère, c'est la cuisine.
Donc d'ailleurs ici il y a Carlotta qui est là-bas qui est grande experte de la cuisine des festivals. En fait il faut nourrir 500 bouches 3 fois par jour pendant 4 jours et on s'efforce de faire ça avec des invendus. Donc on est en Ile-de-France, on allait à Rungis le matin à 4 heures avec un camion et du coup on mangeait ce qui était disponible. C'est un peu comme on construit avec ce qui était disponible et c'était hyper intéressant parce qu'on mange super bien. Et on mange vegan parce qu'en fait il y a une année où c'est bien, mais c'est aussi parce qu'il y a une année où avec la viande on a eu des petits soucis, donc depuis on fait plus. Voilà. Puis ce qu'il faut préciser, parce qu'en fait donc il y avait Louise qui était là, qui est là, qui a participé en 2024, qui nous a dit mais en fait nous on pensait que c'était un workshop, on n'avait pas compris à quel point c'était festif, donc on a remis des images pour bien rappeler que c'est un festival qui a été imaginé par les étudiants pour travailler mais aussi pouvoir fêter. Et en fait cette question de la fête c'est vraiment un élément qui fait partie de cette pédagogie et qui fait partie de cette question des communs qu'on a évoquée. Donc il y a vraiment la fête prend différentes formes, là on voit pas mais en fait c'est une tour au-dessus de bain fait avec des matériaux de remploi. Là c'est une soirée où il y avait un peu exceptionnelle, mais il y avait 3000 personnes sous une bretelle d'autoroute. Et ça, c'est des smoothies faits avec des tonnes de bananes invendues issues de Rungis. Donc on mange les bananes sous toutes leurs formes. Et voilà, c'est joyeux même quand on ne sait pas si c'est bon ou pas. Voilà, je laisse la partie inscription à Maxime. Voilà, du coup, pour permettre aux étudiants et aux professionnels de participer à cette ville éphémère, on lance les inscriptions ce soir. Donc il y a un QR code, il y a un tarif d'inscription, donc il y a un tarif d'inscription normal qui est à 150 € pour permettre justement de participer à l'organisation de tout ce qu'on met en place pour pouvoir vous accueillir pendant 4 jours, vous nourrir pendant 4 jours et puis aussi organiser cette programmation culturelle et musicale. Et pour les étudiants des écoles, notamment les étudiants de l'école d'architecture de Marseille, il y a une participation de l'école, ce qui ramène le prix d'inscription pour les étudiants à 80 € pour 4 jours. Donc voilà, 20 € par jour pour participer à cette ville éphémère au mois de juillet. Donc c'est vraiment les écoles d'architecture qui deviennent partenaires du festival en cofinançant la place de leurs étudiants pour leur faciliter l'inscription, quoi. Oui. Pour l'instant, non. Ils ne sont pas compris dans la prise en charge de l'école, mais c'est un travail qu'on doit encore faire. Comme tout archi, on est en avance sur notre planning et du coup, on s'est assuré avec Anne que c'était bon, l'école de Marseille allait financer sa part pour ses étudiants. Et donc, c'est toutes des choses qu'on doit construire. Mais avec plaisir d'en reparler avec toi, Antoine, pour voir aussi comment on peut augmenter tout ça. L'idée, bien évidemment, c'est que c'est ouvert à tous et à toutes, étudiants, professionnels, étudiants en archi, en ingé, en art, en design, en urbain, en paysage, en pâtisserie, artisans, CAP, tout, voilà. Tout un chacun qui serait intéressé. On en a parlé d'ailleurs, voilà, avec le collectif Safi, travaille avec des acteurs pour aller faire le glanage de la canne et la coupe de la canne. C'est aussi des acteurs sociaux et culturels qui sont intéressés à participer à la ville éphémère avec les personnes qu'ils adressent. Et donc, c'est vraiment cette idée-là. Voilà, on a des agences d'architecture qui sont venues ils ont remplacé leur team building et ils ont fait une équipe pour construire la ville éphémère. C'est très ouvert et c'est aussi cette idée de brassage. Quentin, il a beaucoup parlé de cet esprit... peu parlé, mais il en parle beaucoup sinon. Après, à l'apéro, il en parlera aussi beaucoup, mais de cet esprit festif. Et nous, on le voit en fait, quand dans un même lieu, on a un ensemble d'acteurs qui sont d'horizons différents, c'est là que l'alchimie se fait. Et c'est là aussi que ça décloisonne entre différentes cultures. L'atelier Marais, on a parlé dans son collectif, cette idée de pluridisciplinarité et de collectif pour arriver à répondre à toutes ces dimensions qu'on adresse dans l'architecture, c'est hyper important et on peut le faire aussi à travers cet événement-là. Et dans un milieu et en particulier sur un chantier, hein. C'est vrai que c'est ça qu'on constate, hein. C'est le moment du chantier aussi qui, par la communication qu'elle nécessite, qui fait qu'il y a vraiment des échanges qui sont hyper riches et qui permettent ça. Et pour compléter un peu sur la question des inscriptions, faire des partenariats, souvent ça vient d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire que nous on essaie d'approcher un maximum d'universités, d'écoles. Donc
habituellement toutes les écoles d'archi de France, parce que voilà, ça vient vraiment de partout en France. Mais après, là, on fait aussi un effort sur un peu plus de lieux autour de Marseille, et du coup, pas se limiter à l'architecture. Donc ça, c'est par le haut, parce que c'est nous, on essaye de réseauter, parce que voilà, on est vieux, on n'est plus étudiants, donc on parle entre vieux. Et par contre, par les étudiants aussi, par la demande, souvent, ce qui s'est fait historiquement, c'est les étudiantes et étudiants qui sont allés voir leurs écoles, ils ont dit là, il y a un événement, on veut en faire partie. Il y en a il y a des directeurs là, ils payent, pourquoi nous on peut pas? Et ça marche aussi, donc voilà, ces étudiants, s'il y en a là du paysage et de l'urbain, n'hésitez pas à faire ce travail-là, et puis nous, ou à nous donner les contacts si on les a pas. Enfin, n'hésitez pas, voilà, à pousser à être proactif là-dessus. Non, c'est des gens qui travaillent dur avec nous pendant 4 jours, donc ils payent pas. Mais par contre, ils n'ont pas la chance de dormir dans les habitats, parce qu'ils sont occupés, ils peuvent pas construire l'habitat, donc voilà. Donc c'est un autre statut ça, mais on en reparlera à une étape prochaine, quand on aura avancé dans notre planning d'architecte. Il y a Bellastock qui a déjà un pôle de bénévoles historiques, et puis l'idée c'est d'augmenter avec des acteurs locaux sur cet accompagnement-là. Sur les prochaines échéances, donc on le rabâche un peu, mais il y a du coup cette exposition avec un vernissage le 9 avril. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux. Voilà, il y a un Instagram de la Biennale, il y a aussi nos réseaux respectifs, Grands Ateliers et Bellastock, où on partage l'information. On fera du mailing, on est aussi en contact avec Isabelle à l'IMVT qui partage ça au niveau de l'école. On va sûrement faire de l'affichage. Voilà, on va essayer de donner le plus d'informations possible. Ce soir c'est une première, mais c'est l'idée voilà, de vous partager ces informations-là au moment de cette exposition, et puis la ville éphémère.